Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 5 de la saison 4. C'est assez fréquent que je bute sur le titre de mes épisodes, que j'en ai plusieurs qui me viennent sans savoir lequel choisir. Pour celui-ci, le titre m'est apparu tout de suite, dès le début de l'enregistrement, je dois dire. Et il est vraiment représentatif de l'énergie que véhiculent Aurélie et Chloé, au travers de leur compte notamment. Et d'ailleurs, je me suis laissée influencer par cette ambiance good vibes en leur proposant, avec sûrement un peu trop de légèreté, cet enregistrement. Avec toute leur bienveillance et la patience qui les caractérise, elles m'ont donné leur accord, sans réticence, et je les en remercie. Ce qui m'a frappée, parce qu'on ne connaît finalement que peu les histoires de chacun derrière les comptes Instagram, c'est la force qui cimente leur couple. Elles savaient qu'elles pourraient traverser des tempêtes si elles les traversaient ensemble. Et la programmation de l'IMG de Lohan, quelques jours après leur mariage, a été un ouragan. Malgré cela, elles ont choisi de faire continuer la vie en maintenant cette cérémonie qui se voulait et qui a été empreinte de joie. À ce moment-là, elles savaient que chaque particule de bonheur était à saisir et à conserver précieusement. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir leur histoire et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélie. Bonjour Constance. Je suis ravie que tu aies répondu par la positive à ma proposition d'intervenir sur le podcast, spécifiquement donc dans cette semaine de sensibilisation au deuil périnatal. Avec plaisir. Je ne vais pas en dévoiler plus. Je vais commencer par te demander si tu peux te présenter et me présenter ta famille. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Aurélie. Je suis mariée avec Chloé. Nous sommes ensemble depuis 2010 et nous avons eu 4 enfants, Lohan, Théa, Maë et Zoé, les jumelles. D'accord, donc 4 enfants, 4 petits bouts. Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés avec Chloé? Tu m'as dit en 2010. Comment vous vous êtes rencontrés? Oui, alors on s'est rencontrés plus ou moins un petit peu sur Internet, un petit peu sur des sorties, parce qu'on avait des sorties en commun et des amis en commun. Donc on s'est rencontrés comme ça l'été 2010. Et après, on a parcouru pas mal de chemins. Vous habitiez dans la même région à l'époque? On n'habitait pas dans la même région. Moi, j'habitais plus vers Narbonne et elle sur Montpellier. Mais j'allais beaucoup sur Montpellier du coup, parce que j'avais pas mal d'amis là-bas et je sortais pas mal là-bas. D'accord. De fait, on s'est croisés un petit peu comme ça. Ok, donc je comprends le petit accent, c'est Narbonne. Oui, c'est assez difficile à assumer, mais... mais non, il est mignon. C'est oui. chantant. C'est insupportable. C'est mais insupportable. Non. Ma mère, elle trouve ça très mignon. À chaque fois, elle me dit « Oh, cet accent !» Parce que ta mère a pas ton accent? Et ma mère, elle est du Nord à la base, donc elle a pris un peu l'accent du Sud, mais beaucoup, beaucoup moins que moi. Et D'accord. Je suis celle qui a le plus l'accent de toute la famille. Ah, c'est trop mignon. Enfin, moi, je trouve ça très mignon. Ok. Ouais. Et alors, avec Chloé, du coup, vous êtes rencontrés sur des sorties et comment s'est passée en fait votre mise en couple, on va dire? Est-ce que vous avez habité ensemble tout de suite? Est-ce que vous avez conçu des projets tout de suite? Parce que 2010, c'était il y a 12 ans. Donc on avait 20 ans. Ah oui, vous étiez super jeune. Ouais. D'accord. Donc bon, et raconte-moi comment comment vous avez construit votre couple. Du coup, on s'est rencontrés, on s'est très bien entendus en tant qu'amis au départ. Après, ça a été assez vite sur une relation de couple. Néanmoins, on n'envisageait pas forcément de rester ensemble sur une longue durée. Enfin, on était très jeunes, donc on pensait pas se mettre en couple
pour rencontrer la personne avec qui on allait se marier, avoir des enfants à ce moment-là. Après, c'est plus le fait de la rencontre et que ce soit cette personne-là, et je me suis dit, je vais pas la laisser passer, quoi. Ouais, au fur et à mesure du temps. C'est ça. Elle s'est dit un peu la même chose de son côté. Et les mois ont passé, les années ont passé, et puis après on est resté ensemble et on a vraiment évolué dans le même sens, au même moment. On a eu envie des mêmes choses au même moment. Du coup, tout s'est fait vraiment de façon logique, naturelle, comme une évidence. D'accord. Donc, et alors, à quel moment vous abordez, parce qu'a priori, c'est chouette d'évoluer dans le même sens, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui fait le ciment des couples. Après, on a le même âge, on a eu nos boulots en même temps, enfin, on est rentré dans les boîtes cette année-là, en même temps. Du coup, on est sortis des études un peu en même temps, on a trouvé nos boulots en même temps. On a vécu ensemble, du coup, au bout d'1 an à peu près. Mmh. Et on était vraiment dans la même dynamique. Il n'y en a pas une qui avançait plus vite que l'autre, ni moins vite. Du coup, tout s'est fait assez naturellement. Et du coup, quand est-ce que la question de la parentalité est arrivée sur le tapis? Parentalité, on en a discuté très tôt parce que à partir du moment où ça a commencé à devenir sérieux, moi, je me voyais pas m'engager avec quelqu'un qui voulait pas d'enfant. Mmh. C'était assez clair. Et Chloé, de son côté, c'était pareil. C'était quelque chose qu'on savait dès le départ qu'on voulait. On voulait être maman toutes les deux. Idéalement, on voulait aussi porter chacune un enfant biologique pour connaître la grossesse. Et on en a discuté très tôt. Après, on voulait quand même être installé au niveau de tous les à côté, donc avoir une maison, un travail stable, une situation, de l'argent, parce qu'on savait que ça allait nous coûter aussi pas mal d'argent pour la PMA à l'étranger. Mmh. Donc on a attendu que tous ces critères-là soient réunis. On a commencé les démarches en 2015, donc 5 ans après. 5 ans après, oui. Notre rencontre. Et là, vous aviez déjà des idées de ce que vous vouliez sur la PMA, ou vous avez commencé vos recherches en 2015? En 2015, on a vraiment recherché une clinique. Nous, on savait dès le départ qu'on voulait un donneur anonyme, donc on passerait par une clinique, parce qu'on avait la volonté de pas inclure une tierce personne dans notre relation, dans la mesure où on était deux, on voulait être un couple vraiment lambda. On a nos familles aussi qui sont très présentes, donc on voulait que nos enfants aient 2 familles, tout simplement. Donc ça a été assez évident pour nous de se tourner vers une clinique, donc on a commencé à chercher du coup un petit peu les cliniques en Espagne, de par le fait qu'on habite dans le sud de la France et que c'était facile d'aller en Espagne. Ouais, ça semble logique. Voilà. Donc à ce moment-là, on n'avait pas trop de personnes qui avaient fait ce parcours-là avant nous. Qu'on était assez jeunes, nos amis avaient sensiblement le même âge que nous, donc il y a personne qui avait fait ce parcours-là avant. Donc on s'est renseigné un peu sur des forums, tout ça. Il y avait pas trop encore Instagram, les réseaux sociaux sous cette forme-là en tout cas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'on s'est senti un peu seul dans ces recherches-là parce que on trouvait pas réellement de personnes qui racontaient leur histoire, en masse en tout cas, pour se faire un vrai avis. Donc, on a pris un rendez-vous, du coup, avec la clinique qui nous semblait le plus correspondant à ce qu'on cherchait. Et ça s'est bien passé. Du coup, on est parti dans le protocole PMA à Barcelone avec la clinique Eugénie. Oui, c'était celle qui ressortait à ce moment-là vraiment beaucoup partout, en fait. C'est celle qui est le plus médiatisée, je pense. Et du coup, les gens vont là-bas. Donc, c'est celle qui revient souvent. D'accord. Et alors du coup, donc vous lancez votre parcours, premier rendez-vous avec Eugénie en 2015. Tu te souviens un peu du mois ou? C'était en fin d'année. D'accord, fin d'année 2015. Novembre 2015. Parce qu'on a fait tous les examens du coup sur décembre, janvier. D'accord, ok. Oui, ça a été assez rapide. C'est vrai qu'avec Eugénie, c'est assez rapide. Oui, c'était assez rapide. Et après, du coup, on a fait 2 inséminations. Et Loane, du coup, la grossesse de Loane, c'était suite à la 2e insémination. D'accord. Juin 2016. Ok. Et alors, 2e insémination en positif, vous deviez être super contente. On était super contente. On s'était tellement préparé à un parcours chaotique. On s'est dit, ça va être super dur. On va faire ça au moins 4 ou 5 fois. Du coup, c'était assez irréel. On s'est dit, waouh. En plus, on a fait ça sans en parler à personne.
personne de notre entourage, pas nos parents, personne de nos amis. Il y avait personne qui était au courant. Les 2 inséminations sont tombées des dimanches, donc on présente au travail, vraiment parfait. Et du coup, une fois qu'on a eu le petit plus, là, on a pris vraiment étape par étape. On s'est dit, oh, c'est trop beau pour être vrai, on va pas s'emballer. Donc, on a attendu la première écho, le rythme cardiaque, la grosse écho T1. Et après, on en a parlé du coup à tout le monde. Et on a annoncé, je suis enceinte. C'est toi qui portais? Non, c'est Chloé qui a porté Loane. Et elle a porté Théa après. Ok, et donc du coup, la réaction de vos familles? Surprise, j'étais assez stupéfait parce que on avait 26 ans à ce moment-là, donc c'est ça, c'est hyper jeune. On était assez jeunes. Et on leur en a toujours parlé du fait qu'on voulait être maman et que c'est un projet qu'on allait envisager. Mais ils s'attendaient pas à ce qu'on le fasse sans en parler à personne. Et nous, on a fait ça pour se protéger. On s'est dit, ça va déjà être assez compliqué si on a des échecs et tout, sans en plus avoir la pression des autres qui nous demandent à chaque fois comment ça se passe, si c'est positif, si c'est négatif, et que tout le monde, en fait, veuille, surtout par bienveillance, je pense, mais mettre un peu le nez dedans. Et on s'est dit, on va vivre ça à 2, comme si on était un couple lambda, voilà, qui essayait d'avoir un enfant, quoi. Donc, et du coup, à partir de la T1, bon, évidemment, tout le monde est au courant, donc... Ouais, à la T1, tout se passe bien. On nous dit que tout est parfait. Il grossit bien, il grandit bien. Tout est dans les normes, même sur les courbes assez au-dessus. Donc, parfait. Après, on était quand même beaucoup suivis, parce qu'on avait un gynéco qui nous faisait des échos toutes les 3 semaines. Ah oui, chouette. Donc, ouais. On a eu un parcours assez suivi pour les grossesses suivantes aussi. Donc, on le voyait régulièrement. Tout était nickel, selon les dires du gynécologue. D'accord. Et comment se déroule cette grossesse, du coup, après les premiers mois La grossesse, elle se déroule bien. Nous, on voulait surtout que le bébé aille bien. Après, Chloé était beaucoup malade, donc ça, c'était assez compliqué. Mais on était tellement contentes, finalement, que ça se passe comme ça. On s'est dit, bon, si c'est juste... on est un petit peu malade, c'est pour la bonne cause, quoi. C'est pas très grave. C'est vrai que les nausées, du coup, on les met, on les met sur le compte de le bébé va bien. C'est ça. On pense à tous les gens qui sont malades pour des raisons bien plus graves et on dit que les gens qui ont des cancers, des choses vraiment, là, ils sont malades et en plus, c'est pour quelque chose d'assez dramatique. Là, nous, on disait, c'est pour une grossesse, quoi. On va pas se plaindre en plus, déjà qu'on a la chance que ça ait marché, que ça ait marché assez vite. Donc, elle était malade, mais elle le vivait pas mal, quoi. D'accord. Et à quel moment vous avez un doute sur Loane et sur le fait que ça n'aille pas si bien que ça? Alors, on a été à l'écho T2, du coup, quasiment à 6 mois de grossesse. Puis, ça a duré pas mal de temps. Il vérifie tout est très bien. Il fait le tour de tous les organes, toutes les mesures étaient correctes. Et là, on voit qu'il est un peu insistant sur le cœur. Il reste un petit peu dessus, il regarde un petit peu tous les côtés. Et il nous dit qu'il a un petit doute et qu'il préfère nous envoyer sur un échographe référent pour qu'il retire en fait ce doute et pour nous rassurer. D'accord. Parce que lui, il est pas sûr et il veut pas s'avancer à nous dire quoi que ce soit. Donc évidemment, ça touche le cœur, donc on était assez inquiètes. On a essayé de savoir un peu qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme conséquence. Et lui, il était très rassurant. Il a dit, vous inquiétez pas, c'est vraiment pour la forme, je préfère vérifier, mais ça me rien de grave. Après, même si toutefois il y a un petit souci, il y a des gens qui vivent très bien avec des médicaments. Bon, il nous laisse comme ça. Oui, il n'était pas inquiet. Non, il n'était pas inquiet. Mais vraiment, il n'avait pas un discours inquiétant et il n'était pas très inquiet. C'était surtout nous qui étions inquiètes parce que ça touche au cœur et on s'est dit, bon, ça peut quand même être grave. Mais bon, on rentre du coup de l'écho. On en a parlé rapidement à nos parents en étant plutôt rassurante aussi parce qu'on s'est dit, on va pas les alerter pour rien. On leur a dit qu'on avait le lendemain du coup un contrôle pour vérifier que tout allait bien, quoi. Parce qu'il avait un léger doute. On est resté comme ça. On n'a pas très bien dormi.
Ouais, tu m'étonnes. Et le fait que ce soit très rapproché, les échographes spécialisés comme ça, on n'a pas un rendez-vous du jour au lendemain. Là, il l'a appelé personnellement pour lui dire je veux que tu vois mes patientes. Donc on s'est dit bon, si c'est assez rapide, c'est quand même pas terrible. Ça me rassurait pas trop ça. Ouais. Et donc ça c'était un mercredi. Et le jeudi, du coup, à 13h, on s'en va pour l'échographe référent. On a attendu 1 heure ou 1h30 dans la salle d'attente, parce qu'il y a toujours beaucoup de retard, vu qu'il prend tous les gens un petit peu en urgence. Tous les gynécologues renvoient du coup vers cet échographe-là. Et on rentre dans la salle d'attente, dans la salle d'échographie, du coup. Et là, il y avait une assistante. Voilà, ils nous dit, c'est mon assistante qui va faire l'échographie dans un premier temps, et après, moi, je ferai l'échographie derrière. En fait, il s'avère que il formait cette assistante, là. Donc, l'écran s'allume, et elle pose vraiment la sonde, elle commence à regarder, elle cherche le cœur. Le cœur, du coup, s'affiche. Il y avait un énorme écran devant nous, une télé vraiment, un énorme écran. Et elle regarde, ça a dû durer peut-être 10 secondes. Et là, elle dit oula, c'est complètement figé. Alors là, on s'est regardé avec Chloé, on s'est dit voilà, ça sent vraiment pas bon, quoi. Oui. Et en fait, elle nous a pas du tout prise en compte. Enfin, je pense qu'elle voulait montrer qu'elle avait vu qu'il y avait tout de suite un problème. Et elle a commencé à détailler, du coup, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Comme si on n'était pas là. Ah oui, Comme c'est si, pas... Ouais, elle vous a pas pris, ouais, vraiment pas... Non, pas du tout en considération. Donc, l'échographe, lui, il disait absolument rien. Et il l'a regardé d'un air de dire, bon, enfin, tu devrais te taire. Ouais. Donc, elle a fini son échographie avec toutes ses captures d'écran et tout. Et il a dit, je vais regarder à mon tour, je vous préviens, je vais rien dire. Et je vous donnerai, du coup, mon diagnostic à la fin. Donc, ça suit peut-être 30 minutes, du coup, d'échographie où il tourne, retourne, il prend des captures d'écran. Et là, du coup, on regardait ce cœur, et c'est vrai que du coup, le fait qu'elle ait dit ça, on le regardait en se disant, il y a quelque chose qui va pas. Parce que normalement, il y a vraiment 2 battements, à droite et à gauche. Et là, en fait, le côté gauche, c'est lui qui était complètement figé. D'accord. Ouais, t'arrivais à le déterminer, à le voir. Oui. Enfin, si vous avez déjà vu un cœur à l'écho, ça se voyait. Surtout qu'il était énorme sur l'écran. Et puis elle, du coup, avec sa molette, elle l'avait vraiment plus ou moins entourée. Donc on voyait un petit peu ce qui allait pas. Donc on regardait cet écran en se disant il faut que ça bouge, ça va bouger. Enfin, c'est pas possible. Tout allait bien. On nous a dit c'est parfait. Enfin, à l'écho T1, il nous a dit c'est un cœur magnifique. Enfin, et là aujourd'hui, il est tout cassé, il marche plus. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Et on reste dans ce silence 30 minutes. C'était hyper long. On est resté avec les larmes qui coulaient, on le regardait, on essayait de voir si c'était grave, pas grave. Et puis l'écho se termine, donc il nous laisse se rhabiller Chloé, faire le tour. On a fait le tour, on s'est installé au bureau. Et là, il nous dit je suis bien embêtée pour votre bébé, c'est une malformation cardiaque et c'est très grave. Puis le silence. Et il répète c'est très très grave. Sans vous donner plus de... Non. Et là, il nous dit, je vais vous envoyer vers une cardiopédiatre pour qu'elle vous explique réellement ce qu'il en est et savoir si c'est opérable ou pas. Et ça, du coup, c'était prévu le lendemain. Donc, on est parti avec ça. D'accord. Ouais, c'est avec le côté dramatique de la première échographe, son diagnostic à lui pas du tout encourageant, et ce rendez-vous qui peut-être peut quand même donner un peu d'espoir. Oui. Après, il nous a bien laissé comprendre que pour lui, la façon dont il nous a dit c'est très grave. Les médecins, ils sont pas optimistes de base. Mais là, c'était quand même très solennel. C'était
là, moi, j'ai compris que c'était la fin, et que de toute façon, je pensais qu'il s'en sortirait pas. Donc, après, évidemment, on est rentré, on a commencé à regarder un petit peu sur Internet, c'est parce qu'il nous a parlé d'une hypocontractilité. Donc, on a regardé un petit peu ce qu'il en était. C'est pas vraiment opérable puisque c'est vraiment structurel. Enfin, il y a une partie, en fait, qui fonctionne pas. Et donc, le rendez-vous à la base était prévu le lundi. Et il s'avère qu'on avait notre mariage qui était prévu le samedi. Ah oui, d'accord. Donc là, on était jeudi quand on a appris ça. Donc Chloé, elle a dit, moi, je veux savoir. Donc je veux y aller demain, je veux le savoir pour le mariage. Je veux qu'on sache si il va s'en sortir ou pas, si c'est opérable ou pas, et qu'est-ce qu'on va avoir par la suite. Et du coup, bon, la secrétaire, du coup, elle a été plus ou moins conciliante. Elle a compris et elle lui a expliqué qu'on se mariait le samedi. Donc elle lui a dit, vous avez qu'à venir demain. Donc on a été à cette fameuse cardiopédiatre, je crois, le vendredi. Et elle, donc, on est rentrée, elle nous a dit la même chose, qu'elle allait faire son échographie en silence, qu'elle allait prendre toutes les mesures et toutes les données avant de nous donner un peu le verdict. Et du coup, elle fait son écho, comme l'échographe. Et l'échographie, donc, se termine, on se met à son bureau, elle nous sort sa feuille blanche et elle nous fait un dessin en nous disant, je vais vous expliquer en gros le fonctionnement d'un cœur et je vais vous expliquer le fonctionnement du cœur de votre bébé. Comme ça, vous allez essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Donc, elle nous fait un petit carré avec des valves, des veines, des artères. Très simplifié, mais enfin, en tout cas assez simple pour qu'on comprenne. Et elle nous explique du coup cette hypocontractilité. Et elle nous dit, je suis vraiment embêtée, mais ce sera pas opérable. Je préfère ne pas vous laisser de faux espoirs, à part tomber sur un protocole d'essai, en fait. Mais sinon, actuellement, on n'a aucun protocole d'opération pour régler ce genre de malformation. Donc voilà, ça c'était le vendredi. Et ensuite, on nous renvoie, donc elle nous explique qu'il faudra prendre contact avec le centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal pour la semaine d'après. Et on se marie du coup le lendemain. Bah oui, ça a dû être une épreuve. Enfin, votre mariage a dû être une épreuve. Bah déjà, on est sortis de là et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on a appelé nos mères respectives pour leur dire du coup que là, elles nous avaient vraiment pas laissé d'espoir et que ça allait être terminé. Et moi, ma mère m'a dit, t'inquiète pas Aurélie, je m'occupe de tout, je vais tout annuler, vous embêtez pas avec ça, enfin, on va tout gérer à votre place pour le mariage. Et puis de l'entendre dire ça, j'ai dit bah non, enfin tu vas rien annuler, je te rappelle. Et là à ce moment-là, on était en route pour la salle, on devait voir les derniers préparatifs de la salle pour le mariage le lendemain, qu'on avait rendez-vous à 16h avec la dame qui gérait l'organisation du mariage. Et on a quand même été, du coup. Ouais. Et sur la route, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On va se marier, mais en même temps, c'est tragique, c'est bizarre de se marier dans ces circonstances-là. Et puis, on s'est dit, bon, après tout, c'était prévu comme ça. On va déjà vivre un truc assez moche. On va pas en plus laisser ternir tout le reste de notre vie par rapport à ça. On devait se marier. Si on se marie pas là, il sera plus jamais là notre mariage. Donc c'était prévu comme ça et il est bien vivant, il est avec nous et on va se marier avec lui. Et du coup, on s'est rappelé pourquoi on voulait se marier. On s'est dit que la meilleure des raisons, c'était notre amour et que même si on vivait ça, notre amour, il changerait pas et que du coup, on allait quand même se marier. Donc, voilà. C'était assez évident. On s'est dit, on va garder le mariage prévu comme il était. Et on a été à cette réunion. La dame nous a vu arriver avec des têtes d'enterrement. Ouais. Elle nous parlait, on l'écoutait pas vraiment, mais on lui disait oui. Enfin, elle nous a demandé si on allait bien. On lui a dit bah non, parce que je pense que notre bébé, il risque de mourir. On lui a dit ça comme si on lui avait dit je vais acheter le pain, enfin, vous inquiétez pas. Donc c'était assez déconcertant. Je pense qu'elle a pas vraiment réalisé.
ce qui se passait. Et nous non plus, on vivait notre truc. On s'est dit, on va aller au bout des choses. Et puis voilà. On est rentré à la maison. On n'a pas du tout dormi. Je pense qu'on a dû pleurer toute la nuit. Vraiment, les maquilleuses, elles ont fait un sacré boulot parce que le lendemain matin, on ne devait pas avoir une jolie tête. On a été le samedi s'occuper de la mise en place des chaises, des nœuds, de tout ce qui reste à faire. Et on a envoyé un message du coup à tous les gens qui étaient tous les invités, en leur disant, en leur expliquant en fait la situation, qu'on avait appris cette nouvelle-là, qu'on avait quand même décidé de se marier et qu'on les remerciait d'avance de venir dans la bonne humeur et pas dans la tristesse, quoi. Parce qu'on avait assez de peine nous à gérer, sans en plus avoir à gérer la peine des autres. Donc on leur a dit, les plus tristes dans l'histoire, c'est censé être nous. Donc voilà, on vous demande un petit effort, mais on veut que ce soit un joli mariage. Nous, on voulait un mariage comme ça. Donc on va se mettre dans une bulle un petit peu entre nous et puis ça va se passer comme ça devait se passer. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, ils ont réussi à faire abstraction du contexte de vos invités. Ben déjà nous, on s'est dit voilà, on va poser tous les problèmes, on va aller à notre mariage, on va se marier ensemble. On s'est mis vraiment dans une bulle, vraiment d'amour, de tendresse, ensemble. On était vraiment nous et tous les autres. On a vécu ça avec tout le monde, mais en même temps comme si on était deux. C'était assez bizarre, comme si les gens ils étaient là, mais sans vraiment nous atteindre. Et on s'est dit que ça allait être notre mariage et qu'on n'allait pas gâcher notre mariage. Donc on a eu beaucoup de bienveillance. Les gens étaient là, mais sans être dans la pitié. C'était je suis là, mais je respecte aussi voilà, je rentre pas dans ta douleur, quoi. C'est pas facile à faire, ça, parce qu'on est toujours embêté face à quelqu'un qui vit un truc dramatique, mais ouais, c'est difficile. C'est difficile de trouver sa place en étant ni trop intrusif, ni trop loin, en étant présent, mais pas curieux. Enfin, tout le monde a trouvé à peu près sa juste place, en tout cas, et ça s'est très bien passé. Et on regrette vraiment pas, parce que je pense que si on avait annulé, je suis pas sûre qu'on se serait remarié derrière. Ah oui. En tout cas, pas dans les médias. Oui. Donc voilà, ça a été vraiment un moment hors du temps, le mariage. Hors du temps, hors de la réalité. On s'est dit qu'on reprendrait les problèmes plus tard. Et qu'on les laissé de côté. Ouais, vous êtes mis vraiment, vous avez fait une parenthèse, quoi. Ouais, vraiment. C'était... Ouais. Mon patron, d'ailleurs, était présent et il m'a dit, si tu... Donc ça, c'était le samedi. Il m'a dit, bon, j'ai bien reçu ton message. Si jamais tu veux prendre ton lundi, je comprends que tu sois pas bien, il n'y a pas de problème. Je devais paraître tellement bien qu'il s'est imaginé que j'allais revenir comme si de rien n'était au travail le lundi. Donc, ouais. C'était assez étrange. Ouais. C'est vrai que des fois, on se rend pas compte de la force des gens et de ce qu'il y a derrière. Ouais. Après, on a reçu énormément de messages nous disant qu'on était hyper fortes et... Enfin, nous, on n'a rien fait de très fort. C'est juste qu'on s'aime énormément et que là, on avait besoin de ça, en fait. C'était bien aussi pour nous. Les gens, ils ont peur d'être heureux devant les gens qui sont tristes. Mais moi, je veux pas voir tous les gens tristes à cause de moi. Donc, ça m'allait très bien que les gens soient présents à mon mariage, qu'ils soient heureux à mon mariage et que ce soit un mariage comme tous les autres, en fait. Je voulais pas un mariage dramatique où tout le monde allait avoir pitié de nous parce qu'on vivait un truc horrible. Enfin, je le savais déjà, ça. J'avais pas besoin de ça. Et là, on s'est dit, justement, on va on va remplir le réservoir d'amour, d'affection, de bienveillance, de tout ça. Et après ça, par contre, on savait qu'on allait se couper de tout le monde. Ouais. Parce que, derrière, on savait la réalité qui nous attendait. Et nous, on savait, parce qu'on a cette relation assez fusionnelle et que c'est comme ça,
qu'on allait se couper des autres. Parce que les autres, ça allait être plus douloureux qu'autre chose. Alors que nous, on se comprenait vraiment, on vivait les mêmes choses. Et on savait qu'on allait peut-être faire du mal à certaines personnes proches de nous, notre famille proche, en les laissant de côté, mais on avait besoin de ça. Oui, ça, de toute manière, ça ne se juge pas. Chacun réagit à sa façon face au deuil. C'est impossible même de prévoir ou d'anticiper comment on va réagir. Bien sûr. Nous, après, on a vraiment eu la chance de le vivre ensemble. Chloé, qui, elle, portait Loane, du coup, a toujours mis un point d'honneur à dire à tout le monde, et je pense qu'elle en était persuadée que j'étais aussi triste qu'elle, et que je vivais la même douleur qu'elle, que c'était pareil, que c'est pas parce que je le portais pas que c'était moins pire pour moi. Et je pense qu'elle s'en est persuadée. Elle, ça lui faisait du bien de se dire que c'était le cas, et du coup, on était deux à vivre ça. Et même si moi, j'en étais pas persuadée, je me disais que ça devait quand même être différent pour elle, je pense qu'elle, ça lui faisait du bien de s'en convaincre. Et de ce fait-là, on a vécu vraiment le deuil d'une façon vraiment très semblable, en tout cas. Et vous aviez pris rendez-vous avec le centre de diagnostic prénatal le vendredi, ou vous l'avez pris le lundi? Alors, la cardiopédiatre, en fait, nous a dit que sur des problèmes cardiaques comme ça, il y avait de toute façon une commission tous les lundis, et que notre dossier allait passer en commission le lundi, et que suite à cette commission, on serait rappelé pour savoir si une IMG, du coup, était acceptée ou pas. Sachant que on nous en avait pas réellement parlé. Oui. Donc vous avez la découvert, commission a eu lieu, et ils nous ont appelés en nous disant votre dossier du coup est passé en commission. Si une IMG est envisageable pour vous, en tout cas nous on l'acceptera. D'accord, oui. En fait, ils vous l'ont pas imposé. Ils vous ont en tout cas. Ouais. Il n'y a rien qui est imposé. C'est ça qui est affreux. J'aurais préféré qu'on nous l'impose. L'interruption médicale de grossesse, le problème c'est que, on a la chance qu'on nous impose rien, mais du coup on a une culpabilité énorme. Oui. Parce que on nous laisse le choix. Et c'est ce qu'ils nous disent. On vous laisse le choix. Mais le choix de quoi? On fait quoi avec ça? Oui, voilà. J'ai pas le choix. Moi, le choix, c'est tout va bien et on continue notre grossesse et on rentre avec notre fils à la maison. C'est en gros. Donc ça, c'était le lundi, on nous a dit ça. Le mardi, on avait rendez-vous au centre pluridisciplinaire où on a rencontré du coup un sage-femme assez exceptionnel qui nous dit tout, qui répond à toutes nos questions, mais sans enrober pour que ce soit plus joli. Il nous dit réellement les choses, mais avec une bienveillance déconcertante. Il était parfait dans ce rôle-là, ce sage-femme-là. C'était... Et on a croisé d'ailleurs beaucoup de gens très bien qui nous racontaient des choses horribles, qui nous disaient des choses qu'on ne voulait surtout pas entendre. Et pour autant, il est resté à leur juste place. Oui. Et donc, ce sage-femme-là nous explique un petit peu le déroulement. Donc, il nous explique le principe de l'IMG et il nous dit que c'est nous qui choisissons, qu'on est libre d'arrêter la grossesse à n'importe quel moment, jusqu'à l'accouchement. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller jusqu'à 8 mois et demi et décider de faire l'IMG à 8 mois et demi. Ils nous donnent aucune date. Ils nous disent, vous pouvez prendre le temps de réfléchir, vous pouvez prendre la décision de ne pas arrêter la grossesse. Mais dans ce cas-là, du coup, votre bébé, il survivra pas à l'accouchement. Donc, dès qu'il sera né dans les minutes, grand maximum, dans l'heure de sa sortie, il décédera, du coup, par asphyxie, finalement. Oui. Donc, ou sinon, on peut procéder à une IMG, mais c'est vous qui devez en faire la demande. Oui. Oui, c'est ce qui est difficile. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas imposer. Oui. Ils ne peuvent pas l'imposer. Donc finalement, ils nous disent qu'on a le choix soit d'aller au bout de la grossesse et de le laisser mourir, de l'accompagner comme ça, soit d'arrêter la grossesse quand on a envie, à n'importe quel moment de la grossesse. Et ça, c'est un choix que vous avez dû faire, mais en tout cas, vous avez dû y réfléchir à un moment, je suppose. Alors, on n'y a
pas réfléchi un moment parce qu'à partir du moment où on est sorti le vendredi, qu'on savait que ça allait être terminé, Chloé, elle m'a dit je veux que tout s'arrête, je veux que tout s'arrête, je veux que tout s'arrête. Enfin, du coup, elle était enceinte de Loane, elle le sentait bouger. Elle avait tout comme une future maman classique, sauf qu'elle savait qu'elle aurait jamais son bébé avec elle. Et c'était très difficile pour elle de le sentir bouger, d'avoir vraiment tous les mots de la grossesse, d'avoir le regard des gens. On lui caressait le ventre, on lui disait félicitations, c'est pour quand. Elle commençait à avoir du mal à mettre ses chaussettes. Enfin, c'est rigolo quand derrière on sait qu'on va avoir un bébé, mais quand on sait que derrière il sera pas avec nous, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr. Donc il y a vraiment son ventre se voyait enceinte, ça, elle me disait ça renvoie plus la réalité. Enfin, les mamans qui sont enceintes, elles vont avoir un bébé et ce sera des mamans aux yeux de tout le monde. Moi, je serai maman que dans ma tête, mais les gens, pour eux, je vais rentrer sans enfant, personne m'appellera jamais maman. Je serai pas une vraie maman, quoi. Et ça, c'était très compliqué. Donc, ça a été très vite mis sur le tapis que de toute façon, on n'allait pas pouvoir continuer comme ça. Moi, j'étais aussi dans ce sens-là, puisque on a tout de suite vu la suite. On s'est dit, si là, de toute façon, on doit arrêter la grossesse, on va recommencer pour avoir d'autres enfants. Donc l'idée c'était que le corps finalement il s'en remette le plus vite possible. Et le fait d'arrêter la grossesse à 6 mois, c'était moins compliqué et moins traumatisant pour le corps que d'aller jusqu'à terme, prendre le risque qu'il y ait une césarienne, des complications, et du coup de devoir attendre beaucoup plus longtemps avant de se remettre dans le parcours PMA derrière. Donc on a fait ce choix-là de façon assez évidente, sans vraiment se concerter, puisque ça devait se faire comme ça pour nous. Mais vous arriviez déjà à vous projeter sur la suite. Après, en fait. Oui. Ah oui. Là, on avait un peu que ça en tête. En fait, on voulait que ça aille assez vite, que l'IMG se fasse assez rapidement, pour se dire voilà, on va pouvoir recommencer un parcours PMA et on va retomber enceinte et on va ramener notre bébé à la maison, quoi. C'est vraiment ça qui nous faisait tenir, avancer. On était sûrs de nous, de notre couple. On savait que de toute façon, on allait vivre ça toutes les deux, ensemble. Et on s'est dit, finalement, la pire chose qui aurait pu nous arriver, c'est qu'on ne soit pas ensemble, qu'on se sépare et qu'on ne vive pas à deux. Mais on s'est dit, tant que nous, on est deux, on va se reconstruire, quoi. On arrivera, on va tomber, mais on arrivera à se relever plus forte, on espérait en tout cas à ce moment-là. Et c'était sûr qu'on n'allait pas baisser les bras. On n'est pas de nature comme ça. Et c'était le coup du sort. On a eu ça juste avant notre mariage. On s'est quand même mariés, on a eu un beau mariage. On s'est dit, voilà, on va continuer d'avancer. Et derrière, on lui racontera à Loane que ses mamans, elles sont fortes et qu'elles n'ont pas baissé les bras et que on ira peut-être lui présenter des petits frères ou des petites sœurs derrière, quoi. Et du coup, l'IMG, elle a lieu quand ? Donc on a eu le mariage le samedi, le lundi on nous a validé l'IMG, le mardi on a eu rendez-vous avec le centre pluridisciplinaire. On a eu des rendez-vous presque tous les jours, entre les rendez-vous obligatoires de psychologue, on a vu les sages-femmes, on a vu le médecin, le gynécologue. On nous a expliqué un petit peu tout, on nous a expliqué le après, les choix du coup, si on voulait garder le corps, si on voulait l'enterrer, faire plutôt une crémation, enfin tous ces choix-là, horrible. Et elle est rentrée, elle a été hospitalisée le dimanche pour la mise en place du protocole de déclenchement. Mardi, du coup, l'accouchement était prévu. Donc le mardi matin, il y a eu l'IMG et l'accouchement dans la foulée, du coup. Et on est sorti le mercredi. D'accord, oui, donc ça a été très court en fait. C'était sur 15 jours de temps, quoi. 2 semaines. Oui. Et il s'est passé une semaine entre en gros l'annonce et quasiment l'hospitalisation.
et 2 semaines entre l'annonce et l'enterrement, quoi. Il s'est passé 15 jours. Donc c'est hyper violent parce que nous on est arrivé en se disant on va ramener des beaux clichés à les côtés d'eux pour elle avait son grand-père aussi qui était malade à ce moment-là et on s'est dit on va pouvoir montrer plein de belles photos vu que ça faisait pas longtemps en plus qu'il le savait qu'elle était enceinte. Et puis là on rentre avec c'est une malformation cardiaque et il va décéder et il faut l'enterrer. Est-ce que il faut s'occuper aussi de l'organisation de l'enterrement? Est-ce qu'on veut un cercueil? Est-ce qu'on veut un petit ange, une croix dessus? Enfin, nous, on n'était pas préparé à ça. Enfin, on est arrivé avec un peu des rêves plein la tête et on est ressorti avec des coups de massue. On était pleine de vie. La grossesse, c'est lié à la vie, c'est pas lié à l'amour dans la tête des gens. Bien sûr. Vous aviez déjà son prénom, Alouane? Oui, on n'était pas arrêté, mais on pensait qu'on allait l'appeler comme ça, oui. Vous saviez avant la T2 que c'était un petit garçon? Oui. On l'a su très tôt à l'éco T1, ils nous l'ont validé. On l'a su un petit peu avant la T1. Il avait un petit doute, donc il nous a dit je vous le dis, mais c'est pas sûr. Et à la T1, du coup, c'était déjà validé. Ouais. D'accord, ok. Et comment on avance après une déflagration comme celle-là, parce que passer du tout au tout en 15 jours de temps, c'est énorme. Enfin, c'est assez, ça paraît ça paraît infaisable en fait, vu de l'extérieur. Mais après, on n'a pas le choix. Oui. Le choix, en fait, c'est comme s'il y avait un énorme mur qui est tombé sur nous et que la vie, elle était de l'autre côté. Donc c'est soit vous restez de ce côté-là du mur et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à se suicider si de toute façon on compte jamais essayer d'aller de l'autre côté. Soit on essaie de se dire que de toute façon, il va falloir gravir le mur et passer de l'autre côté. Nous, il n'était pas question qu'on baisse les bras. Après, je pense que c'est notre amour qui nous a donné beaucoup de force parce que on se disait que tant qu'on était ensemble, de toute façon, on allait arriver à avancer. Même si c'était compliqué, que l'une craquait, même quand on craquait ensemble, on avait toujours une plus forte que l'autre pour soulever les deux hors de l'eau, quoi. Donc, on s'est équilibré comme ça. On ne s'est jamais caché, on a beaucoup, beaucoup parlé. Et je pense que peut-être que le fait d'être aussi deux femmes et d'avoir cette sensibilité-là et de l'avoir vécu en tant que maman toutes les deux, c'est aussi peut-être différent. Mais nous, notre couple, ça a été vraiment notre force. Alors que sur tous les rendez-vous obligatoires qu'on a eu avec les psychologues, la première question que tout le monde nous posait, tous les corps de métier qu'on a vus à l'hôpital, ils nous disaient comment vous allez, vous, en tant que couple. Et nous, on disait ça va très bien, c'est pas ça notre problème. Nous, on va très bien. Et ils nous disaient que c'était souvent compliqué. Que nous, c'était vraiment, on a eu cette force-là, quoi. Tous les gens autour, ils n'avaient aucune importance pour nous. Moi, je voulais pas prendre en compte la douleur des autres. Alors c'était très égoïste de ma part, mais comme mes parents, les parents de Chloé, ils étaient très tristes, mais il me semblait évident pour moi qu'ils étaient tristes surtout pour nous, pour la situation qu'on vivait, plutôt que pour la perte réellement de Loan. Nous, on avait perdu notre bébé. On partageait plein de choses avec lui, il était déjà là, c'était un peu la priorité de notre vie à ce moment-là. Nous, on le perdait lui. Et on faisait le deuil de lui. Alors que eux, ils étaient tristes pour nous, pour leur fille et pour la situation, mais ils comprenaient pas réellement en fait que. On nous a très vite dit, de toute façon, quand les gens l'ont su, parce que tout le monde veut donner son avis, et on nous a très vite dit, c'était pas un vrai bébé, c'est pas comme si vous l'aviez perdu à 1 an. De toute façon, vous êtes jeune, vous en ferez plein d'autres. Toutes ces remarques-là que je pense tous les gens qui vivent des deuils, un deuil périnatal, ils ont dû entendre. Oui. Mais on nous a dit, faut pas lui donner un prénom, sinon il va prendre trop de place. Si vous lui donnez une place trop importante dans votre vie, de toute façon, vous vous relèverez pas de ça. Vous allez sombrer.
On nous a dit vous le vivez trop bien, vous continuez de vivre normalement, vous allez vous prendre le retour, il y a le boomerang après de la douleur qui va venir. Enfin, tout le monde a voulu donner son avis. Alors c'est pas méchant, hein, je pense que c'est pour nous protéger, mais moi j'avais pas envie de ces avis-là, je les demandais pas. Bien sûr. Et puis c'est pas forcément bien, enfin c'est vraiment pas bienvenu, surtout l'ensemble des remarques que tu as faites. Mais je pense que dans la tête des gens, perdre un enfant, c'est qu'il y a de plus horrible, je pense. Ouais. Après, je pense qu'il y a une graduation dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'un enfant qui a 5 ans, c'est plus horrible qu'un enfant qui est dans le ventre. Alors ça, je le conçois. Et pour les gens, c'est sûr que ils se disent, bah, en gros, elles l'ont jamais connu vivant, en dehors du ventre. Et si elles s'imaginent qu'elles ont perdu un enfant, elles vont le vivre comme tel. Oui. Et pour nous protéger, ils préfèrent se dire que vaut mieux que ça s'arrête maintenant que plus tard. Mais je pense qu'au départ, c'est pour nous protéger, nous. Oui. Mais à ce moment-là, on n'a pas du tout envie d'entendre ça, nous. Non, absolument pas. Et puis, en plus de ça, c'est nier la violence du deuil. Ah oui. Mais de toute façon, il y avait une vraie volonté d'invisibiliser ce deuil-là. C'est clair. Le deuil périnatal, je pense qu'il n'a pas vraiment de place dans la société. Non. Parce que c'est des enfants que seuls les parents connaissent, finalement. Oui, c'est ça. Enfin, nous, les seules personnes qui ont échangé avec le bébé, c'est nous. Et donc, les seules vraies personnes qui l'aiment en tant que personne, c'est nous. Alors que quand vous perdez quelqu'un de votre entourage, il y a d'autres personnes que vous qui a des souvenirs, du vécu avec lui. Donc, les gens sont tristes pour vous et pour eux-mêmes de leur relation. Alors que là, c'est un enfant qui n'existe pas pour eux. Il existe pour vous et il est le centre de votre vie bien souvent, mais pour les autres, il n'existe pas. Oui, effectivement, je comprends complètement ce que tu dis. Et c'est vrai que c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'au final, comme les gens ne se créent pas de souvenirs avec, ils estiment que vous n'avez pas eu le temps de vous créer des souvenirs avec votre bébé non plus. C'est ça, oui. Et est-ce que je peux te demander si vous avez pu faire inscrire Lohan sur votre livret de famille ? Oui, Lohan, il a été inscrit sur notre livret de famille. D'accord, même de femme mariée, ça a été possible pour vous ? Oui, ça a été apparemment une erreur de la dame qui l'a inscrit. On n'aurait pas pu, normalement, à ce moment-là en tout cas. Et Chloé a été avec son père, sans dire que c'était son père. Elle s'est dit, peut-être qu'il croira que c'est le père. Et du coup, elle a ouvert la page directement à un premier enfant et la dame, elle a inscrit. Et après coup, on a su, du coup, quand on a fait enregistrer Théa, la dame qui a enregistré nous a dit qu'on n'aurait jamais dû avoir Lohan sur notre livret de famille en commun. Oui, c'est la question que je me posais parce que je sais pas comment ça se passe, la procédure d'adoption d'un enfant qui est décédé. Je sais pas si c'est possible. Il n'y a pas de filiation. Je crois pas que ce soit possible parce qu'il n'y a pas de filiation. Normalement, on peut pas leur donner de nom de famille. Enfin, nous, à notre moment-là, on pouvait leur donner un prénom et pas de nom de famille parce qu'il n'y avait pas de filiation. Oui, mais ce qui est pas très normal parce que tu vois, sur un couple hétéro, la question se pose même pas. Il aurait fallu qu'il naisse vivant et qu'il décède ensuite. D'accord, ok. Là, c'est le fait qu'il est né sans vie. D'accord. Il est mort-né. Sur le livret de famille, c'est écrit mort-né. Alors qu'il était bien vivant dans le ventre. Mais là, le côté vivant ne prend son sens pour l'état civil que lorsque il y a une date de naissance et une date de mort. D'accord. Ok. Que là, c'est pour ça que l'interruption médicale est possible que jusqu'à l'accouchement, en fait. Ils arrêtent le cœur du bébé in utero. D'accord. Oui, parce que justement, il n'y a pas de notion de vivant, sinon ce serait considéré comme de l'euthanasie. C'est ça. C'est ça. D'accord, ok. Oui. Ok. Et du coup, vous aviez cette volonté de vous relancer rapidement dans un parcours de PMA. Est-ce que vous avez pu vous relancer rapidement ? Oui. Ah oui, on s'est relancé rapidement puisque Lohan, il est du coup mort-né le 6 décembre 2016 et on est retourné à la clinique en avril 2017. D'accord, oui. Donc, assez rapidement, ouais. Dès qu'elle a eu son retour de couche, on a repris contact avec la clinique, on a laissé passer un cycle. Et 1 ou 2 cycles. Et ensuite, on est retourné à la clinique. Est-ce que vous avez eu des explications sur cette malformation cardiaque ou pas du tout ?
t'as pas de chance. D'accord. Ouais. Ça arrive, mais tu sais, comme je crois que parfois ils font des prélèvements pour pouvoir avoir une réponse. Oui. Non, nous, on a autorisé l'autopsie, tout ça, de manière à comprendre. Mais il y avait aucune autre malformation. C'est une malformation complètement isolée et ils nous ont dit qu'on avait un risque sur peut-être 40 000. Et il a fallu que ça tombe sur nous. Mais donc, du coup, aucun risque, entre guillemets, que ça engage les grossesses suivantes. D'accord. Non. Ok. Et le choix que Chloé porte, la deuxième grossesse, ça a été évident? Oui, c'était évident pour nous. Moi, je voulais surtout pas lui prendre sa place. Je pense que pour se reconstruire, elle en avait vraiment besoin. Et après cette épreuve-là, je me voyais pas porter moi. Parce que, elle s'était lancée là-dedans. Et je me disais que s'il fallait que quelqu'un ait un enfant biologique et pas l'autre, parce que si on avait eu des triplés, par exemple, ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Dans ce parcours-là, on le sait. Et je me voyais pas avoir des triplés moi et Chloé, du coup, pas d'enfant biologique alors qu'elle en avait eu un et qu'on l'avait plus avec nous. Donc, on s'est même pas posé la question. C'était évident pour toutes les deux que c'était Chloé qui allait reporter derrière. Et vous, votre projet de vie, vous aviez une idée du nombre d'enfants que vous vouliez? Idéalement, nous, on voulait avoir 2 enfants et porter chacune un enfant. D'accord. Après, 3, c'était mieux que 1. Mais donc, on se disait que si jamais on avait des jumeaux dans l'eau, c'était pas gênant. Après 4, ça commence à faire beaucoup. Pour la région, c'est compliqué de se loger. C'est vrai que ça demande un peu plus d'espace. Oui, c'est ça. Non, mais rire, oui. 2, c'était très bien. Après, on n'était pas fermé sur 3, mais vraiment, ça nous tenait à cœur que chacune ait une grossesse et qu'on ait un enfant biologique et une grossesse chacune. Et Chloé, comment elle repart dans ce parcours? Enfin, toutes les deux en l'occurrence, mais Chloé, je suppose qu'avec un accouchement, enfin c'est pas, on repart pas serein quoi. Enfin. Non, on ne repart pas serein. Déjà le fait de devoir accoucher, ça a été, assez traumatisant. Quand on nous a dit, du coup, on nous a expliqué l'IMG, pour nous, je sais pas pourquoi, ça allait être une opération. On se voyait pas accoucher d'un enfant qui était décédé. Et quand ils ont commencé à nous parler d'accouchement par voie basse, c'était très compliqué à gérer ça. Finalement, l'accouchement s'est très bien passé. Elle a pas du tout eu de complications à l'accouchement de Loane. Donc finalement, on a plutôt un bon souvenir de l'accouchement. C'est une vraie volonté qu'il n'y ait pas de douleur physique en plus de la douleur psychologique lors de ces accouchements-là. Donc, elle a une péridurale qui a très bien fonctionné. Elle n'a pas du tout eu mal. L'accouchement, du coup, a été rapide. Donc, l'accouchement, elle en avait plutôt un bon souvenir. Donc, ça allait. Après, c'est plus déjà le parcours, puisqu'on retourne dans ce parcours-là, on n'est pas vide, quoi. On a un gros sac à dos avec un gros poids sur le dos. Donc déjà, les échecs de la PMA, ça fait mal quand on a un parcours classique. Mais là, avec le deuil apporté en plus derrière, on savait que chaque échec, ça allait faire d'autant plus mal. Donc, on s'y est préparé. On s'est dit que de toute façon, ça allait certainement pas fonctionner le premier coup. Mais on savait aussi que de toute façon, tant qu'on réussirait pas, on recommencerait. Donc on se disait chaque échec ça nous rapprochera forcément de la grossesse et à un moment donné ça finira bien par fonctionner et on s'est persuadé de ça. On se disait que chaque fois que ça marcherait pas c'était un pas de plus et qu'on allait y arriver et on se répétait qu'on allait y arriver et que ça allait fonctionner et que c'était un restant positif, qu'on allait attirer le positif quoi. Du coup on est retourné. Et on a eu un échec sur la première insémination et elle est tombée enceinte du coup de Théa sur la deuxième insémination. Comme pour le. D'accord, ouais, exactement. Ouais. Est-ce que la clinique a tenu compte de votre parcours du coup et de la naissance de Loane dans le nouveau protocole? Est-ce qu'ils vous ont un peu plus entouré? Est-ce qu'ils vous ont non?
Non, on n'a pas été entouré. Après, on nous a proposé une cellule psychologique qui est assez, plus ou moins dédiée à ça. Nous, on a toujours refusé parce que moi, je me voyais pas discuter avec une personne étrangère, sachant que j'avais Chloé pour en discuter. Ça m'allait très bien. Et Chloé aussi. On nous l'a proposé, mais on l'a pas vraiment accepté. Donc, je sais pas ce qui est mis en place sur les gens qui l'acceptent. D'accord. Mais de façon générale, après, le parcours PMA, ça a été le même que pour la grossesse de Loane. Il n'y a rien de particulier. C'est plus en France, sur les suivis, du coup, gynécologiques, tout ça, où c'était bien écrit dans le dossier que il y avait une IMG, et même pour l'accouchement de Théa, c'était écrit en gros, en rouge, IMG, du coup, de 2016. Donc c'était récent, donc ils ont quand même fait très attention, et on était classé un peu en grossesse précieuse. Donc dès qu'il y avait un souci et qu'on appelait ou quoi, tout le monde accourait pour savoir ce qui se passait. On a été assez chouchoutés sur cet accouchement-là. C'était plutôt chouette. Ouais. Et vous avez accouché au même endroit? Non. Alors ça, c'était clair pour nous. Quand on a su, du coup, pour l'IMG, nous, on était suivis sur un gynécologue sur la clinique, sur une clinique à Montpellier. Et lui nous a conseillé d'aller plutôt au CHU parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à gérer des IMG, un protocole, que le service, du coup, de la clinique. Et puis on a réfléchi et on s'est dit que dans la mesure où on aimerait avoir d'autres enfants et accoucher sur Montpellier à cette clinique, on allait du coup plutôt privilégier d'aller au CHU dans un encadrement, du coup ils sont plus habitués, vivre cet accouchement-là, et que ce serait le seul, en tout cas on espérait, accouchement qu'on ferait là-bas. Pas transposer, du coup, pas avoir l'impression de revivre quelque chose sur un accouchement qui avait rien à voir. Donc l'accouchement de Loane a eu lieu au CHU, avec des gens très bien, un très bon souvenir de cet accouchement, mais on a beaucoup de mal de retourner à l'hôpital, quoi. Bien sûr. Surtout Chloé. Chloé, ça a été vraiment difficile pendant des mois, voire des années. On a eu rendez-vous pour Théa là-bas quand elle avait 1 an. C'était vraiment difficile. Donc on est arrivé sur la façade et qu'elle a revu, elle a tout revécu en quelques secondes, et on voulait pas associer ça vraiment sur une autre grossesse. Oui, bien sûr. Donc les 3 autres, du coup, l'accouchement c'était à la clinique. D'accord. Et du coup, cette grossesse, donc, qui était donc plus surveillée, pour vous aussi, je suppose que ça a été beaucoup moins insouciant que la première? On avait déjà pas trop d'insouciance sur la première parce qu'on était tellement contente que ça fonctionne aussi vite qu'on s'est dit il y a un loup, il va nous arriver quelque chose. Donc on prenait vraiment étape par étape. Mais pour la grossesse de Théa, ça a été pire parce que en gros, on allait aux échos et derrière on allait au cimetière, quoi. Donc on n'arrivait pas à se projeter. On se disait, on se projettera avec elle une fois qu'on va la ramener à la maison et qu'on va nous dire, voilà, on va pas vous la prendre, quoi. Elle va vraiment rester avec vous. Et on était vraiment toujours dans l'ambivalence de se dire, c'est quelque chose de différent, ça va se passer différemment. Et en même temps, vu qu'on l'a appris qu'à la T2, tant que cette T2 déjà était pas passée, c'est clair que on se disait, c'est bien. C'est une écho de plus où tout va bien, mais on n'est pas à l'abri, quoi. Vous l'avez annoncé comment à vos proches, du coup, cette deuxième grossesse? La deuxième grossesse, on l'a annoncé très tôt à notre famille proche, parce qu'ils étaient quand même très inquiets pour nous. Ça, c'est pareil, on a toujours les gens qui nous disent vous êtes un peu inconsciente, vous pouvez pas vous lancer là-dedans alors que vous avez pas fait le deuil de Loane. C'est trop tôt, c'est trop ci, c'est trop ça. Ils étaient très inquiets pour nous. Donc on s'est dit que le fait de leur annoncer la grossesse, ça allait apporter un peu de joie à tout le monde. Et on espérait du coup que tout se passe bien et qu'ils se disent que on va suivre du coup le chemin de la grossesse et avancer du coup vers la fin du tunnel. Et est-ce que vous, avec le recul, vous estimez, ou vous avez cette impression que on vous a prédit des choses qui étaient fausses?
comment vous ressentez le fait de vous être relancé aussi vite et d'avoir eu cet enfant, donc d'avoir eu Théa rapidement? Alors nous, c'était notre objectif de vie de toute façon, d'avoir des enfants. Donc on savait qu'on avancerait jusqu'à ce qu'on ait notre famille au complet formée. Donc peu importe ce que les gens pensaient, nous on a vraiment essayé de s'imperméabiliser de l'extérieur et de se dire les seuls qui savons finalement ce qui est bien pour nous, c'est nous. Donc c'est bien, enfin on entendait ce que les autres disaient, on prenait en compte certaines choses si ça nous paraissait utile, mais les décisions, il n'y a que nous qui les avons prises. Et comment se passe l'arrivée de Théa alors, quand vous vous rendez compte qu'on ne vous la prendra pas? Déjà, il y a eu le grand moment avec l'échographe qui nous avait annoncé la mauvaise nouvelle. L'échographe spécialisé, il nous a suivis du coup sur les grosses échos, T1, T2, T3. Et quand on a eu du coup l'écho T3, c'était à 7 mois et demi passé, presque 8 mois. On n'avait rien acheté pour Théa. Rien. On avait dit à tout le monde, on va rien acheter jusqu'à ce qu'on nous dise, voilà, même si elle sort demain, tout ira bien, il n'y a pas de problème. Donc on va à cette fameuse écho et lui, pour le coup, il nous avait suivis, il avait suivi un peu le parcours, donc je pense qu'il a l'habitude de gérer des gens qui vivent des deuils comme ça. Et il nous a dit, cette pépette, elle est en pleine forme, elle va très bien, et même si elle sort là demain, tout ira bien. Donc vous allez la ramener à la maison. Et puis, on l'a entendu dire ça, et il nous a dit, vous êtes prête à l'accueillir? Et puis on s'est regardé, on a dit, c'est vrai qu'on s'est pas trop projeté. Et elle nous a mis un peu un coup de pied aux fesses en nous disant, là vous allez sortir de l'échographie, vous allez partir dans les magasins de bébés, vous allez commencer à acheter des choses parce que votre fille elle va arriver bientôt et il faut l'accueillir comme il faut, quoi. Et là ça va pas se répéter, il y a tout qui va bien, donc il y a aucune raison que ça se passe mal, donc vous allez rentrer à la maison avec. Et ça nous a fait du bien. Je pense que c'est ça dont on avait besoin. Lui, on lui faisait vraiment, vraiment confiance parce que il est très bon dans ce qu'il fait. Il est très, très, très humain, cet échographe-là. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est sorti et on s'est dit, ouais, là, je pense que vraiment, tous les voyants sont ouverts, tout va bien. Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien, donc il faut qu'on se dépêche, quoi. Parce que Chloé, elle avait un ventre énorme, du coup, elle pouvait plus faire grand-chose. Et là, on a commencé à acheter son lit, faire un peu sa chambre, lui acheter des habits. Donc, on a tout préparé. Oui. Parce que pour Loan, on n'avait rien préparé jusqu'à la T2, on n'avait rien. On avait juste acheté une poussette qu'on avait trouvée. On voulait absolument cette poussette. Une semaine avant l'échographie, on tombe dessus, on se dit, oh là là, on va l'acheter à ce prix-là parce que sinon après on la retrouvera pas. C'est la seule et unique chose qu'on avait acheté pour lui. Et une semaine après, il nous arrive ça, le verdictum. Du coup, Théa, on n'osait rien acheter. On était tétanisés de se dire ça va nous porter la poisse. Bien sûr. Du coup, on a attendu. Et puis finalement, tout s'est bien passé. L'accouchement était parfait. Enfin, elle a eu une péridurale qui a hyper bien fonctionné. Théa avait un gros poids, donc ça on appréhendait beaucoup aussi qu'elle ait un tout petit poids et que du coup on fasse un peu le parallèle avec Loan qui était lui tout petit. Et voilà, elle était bien dodue, elle avait bien bossé, elle avait tout fait comme il fallait pour que ça se passe bien. C'était très bien pour nous que ce soit une fille parce qu'on s'est dit au moins c'est vraiment ça sépare bien les choses dans notre tête, on n'a pas l'impression qu'il va revenir tout ça. Enfin, moi Loan il reste Loan, voilà, et puis Théa c'est Théa, ça a rien à voir. Et derrière on a eu que des filles, donc c'est très bien. Et donc 2 petites poulettes qui sont arrivées ouais. En 2020, 2019 2021. 2021. Ouais. Théa, du coup, est née en février 2018.
Et on est retourné à la clinique en décembre, donc très tôt dans la même année, parce qu'on s'est dit si ça prend un peu de temps, au moins on voulait qu'elles aient pas trop d'écart. Finalement, ça a été un peu plus compliqué que prévu le parcours pour moi. Donc moi j'ai fait 4 inséminations, une FIV et 2 transferts du coup avec une fausse couche, un curetage, machin entre-temps. Donc ça a pris un peu de temps. Et je suis tombée enceinte des jumelles en juillet 2020. Juillet 2020. Elles sont nées en mars 2021. D'accord. Oui, donc en plus, vous avez vécu les parcours dans le confinement. Oui, mais c'était très bien. D'accord, parce que tu as pu accéder quand même, vous avez pu accéder au... Oui, d'accord. Oui. Pour Théa, moi, de toute façon, c'était hors de question que je sois pas là. Et Chloé, pour moi, pour les jumelles, c'est pareil. C'était impossible qu'on soit pas là. Du coup, pour la grossesse des jumelles, je suis restée une semaine pour du coup, j'avais une pré-éclampsie, donc j'ai été très suivie sur la fin de grossesse. Et on a laissé Théa chez les papis et mamie, et elle est restée tout le long avec moi. Parce que du coup, si elle sortait, elle pouvait plus revenir. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'était impensable qu'elle soit pas là. Donc elle est restée avec moi tout le long. Et les jumelles, on était très inquiètes du coup quand on a su que c'était les jumelles, on s'est dit ça va être compliqué, elles vont sortir avant. Donc si elles sortent à 7 mois un peu, enfin Loane du coup est né à 6 mois. Oui. On s'est dit ça va être vraiment difficile si on a un néonat et tout. Et finalement tout s'est bien passé, elles sont nées à 36 semaines, elles n'ont pas fait de néonat, juste une journée. Et elles avaient des jolis poids, donc elles étaient plus petites que Théa, mais quand même. Enfin, bon, voilà. Les 3 vous ont entendu. Hein. Elles ont entendu vos besoins. Je pense que Loane nous a bien aidés. Oui, c'est sûr. À chaque fois, c'est bien. T'as bien fait les choses parce que on a 3 pépettes en bonne santé, tout va bien. En tout cas, votre parcours, il donne de l'espoir parce que c'est vrai que souvent, particulièrement sur un premier, une perte sur un premier, le fait de se relancer, de toute manière, globalement, je veux dire, sur un deuil périnatal, se relancer dans une grossesse derrière, c'est forcément, on a perdu toute l'insouciance. Mais sur un premier, je pense que c'est, voilà, vous aurez jamais vécu une grossesse insouciante, jamais. Oui. Déjà, le parcours PMA, je pense que ça enlève une part déjà d'insouciance parce que ça rend les choses encore, les choses sont plus précieuses parce qu'on a un investissement psychologique comme tout le monde et tout, mais on a aussi un investissement financier, on a des contraintes avec les traitements, avec le travail, il faut un peu tout concilier. Donc déjà, quand on arrive à être enceinte, on se dit waouh, on a déjà parcouru une belle étape. Alors que c'est sûr. Un couple lambda qui a aucun problème de fertilité, parfois ça leur tombe un peu dessus. Voilà, je suis enceinte. Nous, on a déjà tout le avant de ça. Et là, le fait de vivre un deuil comme ça, nous, l'IMG, c'est sûr que derrière, l'insouciance, on la vit plus du tout. Donc, mais ça nous a quand même pas empêché d'avancer. Et on s'est dit que bon, les choses devaient être comme ça. Finalement, si on avait eu Loane, on n'aurait peut-être pas eu Théa et peut-être pas Marie-Zoé. Voilà. Oui, tout à fait. On a eu la chance de vivre ça en couple à deux, de rester ensemble, d'être sur la même longueur d'onde. On était vraiment d'accord sur tout. Enfin, il n'y en a pas une qui a voulu recommencer, pas l'autre. Il n'y en a pas une qui a plus voulu porter, pas l'autre. Enfin, on avait vraiment un objectif en ligne de mire. On s'est dit, voilà, on recommencera jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Et c'était vraiment, on voulait que la famille soit au complet. On se disait, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et une fois qu'on aura tous nos enfants, tous les enfants qu'on souhaite, là, on commencera à vivre tranquillement, à apprécier les choses et apprécier d'être toutes les 5. Donc, ce que vous faites maintenant. Ouais, mais c'est vrai qu'après, on voit les choses de façon différente. Il y a une priorité vraiment dans les choses. Nous, on a une nature déjà pas trop inquiète et assez résiliente, mais c'est vrai que maintenant, je me dis, c'est pas très grave, quoi. On est ensemble, tout le monde va bien.
c'est déjà ça. Ouais. Après, tout le reste, ça rentrera dans l'ordre, on trouvera des solutions, mais c'est vrai que les bases, c'est quand même nous 5, quoi. Enfin, c'est notre famille avant tout le reste. Après, tant qu'on est nous 5, je pense que on nous empêchera pas d'avancer et d'aller là où on veut, quoi. Je te remercie beaucoup, Aurélie, d'avoir bien voulu témoigner sur le deuil périnatal et d'avoir insufflé beaucoup d'espoir. Effectivement, vous avez une résilience de dingue. Enfin, moi, je suis bluffée parce que tout ce que tu as dit pendant tout l'entretien, pendant toute l'interview, ce n'était que du positif. Et ça fait vraiment du bien de voir qu'on peut ne pas perdre ça malgré un deuil et qu'on peut garder ses objectifs de vie et avancer. Oui, merci à toi, Constance, de nous avoir donné la parole et de donner la parole à toutes les familles pour ton travail, ta bienveillance. Et après, l'idée, oui, c'est vraiment de partager notre histoire pour rendre un peu ce qu'on nous a donné. Moi, quand j'étais dans cette période-là, j'étais contente de pouvoir lire des histoires similaires. Mmh. Et j'ai lu plein de choses avec des gens qui vivaient des choses, à mon sens, plus horribles que nous et qui arrivaient quand même à avancer, à se reconstruire. Ouais, je me disais, si les gens y arrivent, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On a tout. On est jeunes, on s'aime beaucoup et puis voilà, on se retournera sur la vie, on leur dira, tu nous as fait un sale coup, mais derrière, on n'a pas lâché les choses dont on rêvait et on a réussi à être là où on voulait, quoi. Donc, voilà. Si on fait rien, il nous arrive rien. Donc, il faut essayer, recommencer et voilà, trouver la force pour pas perdre ses rêves, ses objectifs de vie. Et puis, après, la vie, il décide aussi, hein, il n'y a pas que nous. Bien sûr. En tout cas, vraiment merci. Et puis, j'inviterai les auditeurs, notamment sur l'outro, à venir te rejoindre sur votre compte Instagram, qui est donc animé par toutes les deux, oui. Et qui est @5filles à la maison. Oui. Qui vraiment, je pense, est enfin, tu vois, c'est vraiment votre leitmotiv, quoi. Ouais, vraiment. Merci à toi, Aurélie. À très bientôt. Merci beaucoup. Depuis quelques années maintenant, le 15 octobre a été déclaré journée de sensibilisation au deuil périnatal. Ce deuil qui est très peu médiatisé et qui n'a pas sa place dans l'espace public, dont la douleur est très largement sous-estimée. Cette année, c'est une semaine complète qui lui est dédiée et c'est un grand pas dans la reconnaissance de la souffrance que vivent les familles qui ont perdu un bébé. Le deuil périnatal regroupe l'intégralité des décès d'enfants qui entourent la période de la naissance, entre 22 SA et 7 jours après la naissance, mais on est bien d'accord qu'on peut largement étendre ces dates. Un podcast avec lequel j'ai collaboré lui est dédié. Il s'agit du podcast Au revoir, animé par Sophie de Chivray. Si vous êtes concerné ou que vous connaissez des proches et moins proches concernés, vous pouvez leur recommander ces épisodes et sa communauté. J'ai aussi envie de vous parler du podcast de la semaine prochaine. Vous le savez, ou pas, mais je n'édite pas de newsletter, par manque de temps et sûrement d'inspiration. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je pourrais vous y raconter. Alors j'ai décidé que mes outros me permettraient de vous faire passer des infos autrement que par Instagram. On sait que l'algorithme est capricieux. La semaine prochaine, je vous propose de découvrir un épisode qui traitera d'un autre des combats du mois d'octobre, beaucoup plus médiatisé celui-là, le cancer du sein. Quand le cancer du sein s'invite dans la construction d'une famille, comment rebondit-on ? Je ne vous en dis pas plus, juste de quoi vous donner envie de l'écouter. Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité. Partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. Less alone, less alone.
Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone, less alone.